Peux-tu imaginer que la Grande-Bretagne n'a pas pu s'empêcher de mettre la main partout plus d'un an ou deux à la fois? Il fallait toujours qu'elle aille s'en prendre à quelqu'un. Et les États-Unis, eux, ne prennent même pas une année de pause. Je ne connais pas encore la vérité. Ça pourrait être un accident, mais je n'y crois pas. Aujourd'hui, une grande raffinerie au Venezuela a soudainement explosé. Ça me fait beaucoup penser à la CIA. Je ne l'affirme pas. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant. Mais la semaine dernière, le président Trump a déclaré qu'il avait chargé la CIA d'opérations à l'intérieur du Venezuela. Et une semaine plus tard, soudainement, la plus grande raffinerie explose. Donc les États-Unis ne peuvent pratiquement pas passer une semaine sans essayer de tuer quelqu'un. Pourquoi Donald Trump ne vient-il pas de Mars? Parce qu'il a une mentalité de gamin de 4 ans et qui fait une crise. Il fait une crise. C'est quoi cette crise? C'est que le reste du monde dit « on ne veut pas de roi ». Comme l'a dit le président Lula, on n'a pas besoin d'empereur. Il viendrait ici comme un dirigeant parmi 20 ou 21. Il ne veut pas de ça. Il fait une crise. Donc ce rééquilibrage est en train de se produire. Il fait une crise bien particulière d'ailleurs parce que les États-Unis traversent une période de profonde névrose. Tu sais quelle est la cause de cette névrose? La Chine. Une civilisation magnifique, brillante, qui a plus de 4000 ans. C'est un État unifié, avec un art du gouvernement remarquable depuis plus de 2000 ans. Contrairement à l'Europe, où chaque pays d'Europe s'est battu contre tous les autres pays d'Europe chaque année pendant 1000 ans, la Chine, la plupart du temps, était paisible et unie. Elle s'est fragmentée temporairement à certains moments, mais c'était principalement un pays unifié qui, d'ailleurs, chose étrange, ne s'en prenait pas non plus à ses voisins. Ainsi, la Chine, pendant 1000 ans, n'a jamais attaqué le Japon, par exemple. Peux-tu imaginer que la Grande-Bretagne n'a pas pu s'empêcher de mettre la main partout plus d'un an ou deux à la fois? Il fallait toujours qu'elle aille s'en prendre à quelqu'un. Et les États-Unis, eux, ne prennent même pas une année de pause. Je ne connais pas encore la vérité. Ça pourrait être un accident, mais je n'y crois pas. Aujourd'hui, une grande raffinerie au Venezuela a soudainement explosé. Ça me fait beaucoup penser à la CIA. Je ne l'affirme pas. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant. Mais la semaine dernière, le président Trump a déclaré qu'il avait chargé la CIA d'opérations à l'intérieur du Venezuela. Et une semaine plus tard, soudainement, la plus grande raffinerie explose. Donc les États-Unis ne peuvent pratiquement pas passer une semaine sans essayer de tuer quelqu'un. Mais la Chine, elle, peut passer de très longues périodes, des siècles entiers, sans jamais attaquer ses voisins. La Chine est restée 1000 ans sans jamais envahir le Japon. Un voisin tout proche, alors même que la Chine était bien plus puissante. D'ailleurs, il y a eu 2 tentatives d'invasion du Japon depuis la Chine continentale, mais c'était à l'époque où la Chine avait été conquise par les Mongols. Il y a environ 800 ans, les Mongols ont tenté d'envahir le Japon à 2 reprises et ont été vaincus les 2 fois. Mais les Chinois n'ont jamais essayé. Les Japonais ont malheureusement envahi la Chine à plusieurs reprises, mais jamais l'inverse. Et les Chinois n'ont jamais envahi la Corée. Et les Chinois ont bien envahi le Vietnam une fois, mais c'était il y a 615 ans. Puis ils eurent une escarmouche pendant 1 mois. 1979. À part ça, c'est ce qu'on appelle l'ennemi des États-Unis. C'est pourquoi j'appelle ça une névrose. La Chine est la moindre menace possible. Elle menace personne. Elle n'attaque personne.
Elle n'a pas été en guerre depuis 46 ans, et la guerre à laquelle elle a participé il y a 46 ans n'a duré qu'un mois. C'était lorsque le Vietnam a renversé un gouvernement au Cambodge qui, la Chine considérait comme un allié, et elle a donc puni le Vietnam pendant un mois pour avoir renversé leur allié au Cambodge. À part ça, aucune guerre depuis plus de 40 ans. Mais on déprime parce que l'idée américaine, c'est qu'il faut être numéro 1 pour pouvoir donner des ordres à tout le monde. Et d'ailleurs, toutes les ficelles qu'on connaît, on les a apprises des Britanniques, qui ont fait ça pendant 200 ans avant nous. C'est là que la géopolitique entre en vue. Ce que dit Adam Smith en 1776, c'est que nous devons envisager un avenir où il y a une force égale, un respect mutuel, la justice sociale. Et nous sommes à ce moment charnière de l'histoire. Parce que, selon moi, c'est le cas. À la fin de 3 grands cycles, d'abord avec ces découvertes majeures dont parlait Adam Smith, ces routes maritimes que les Européens ont trouvées, qui ont marqué le début d'une période d'ascension européenne dans l'histoire et l'économie mondiale, car l'Europe n'avait rien de particulier sur le plan économique ou géopolitique en 1500. On n'aurait pas parié sur sa réussite ou sa domination, mais ces événements ont changé le cours de l'histoire. Puis en 1750, et en réalité en 1776, curieusement la même année où Adam Smith a écrit La richesse des nations, un ingénieur très talentueux, c'est ainsi qu'on l'appellerait aujourd'hui, même s'il n'avait pas ce titre à l'époque, un homme nommé James Watt, travaillant à l'université de Glasgow, ce qui est approprié dans une université, a ajouté un condenseur à une machine à vapeur qui avait été inventée des décennies auparavant, et soudainement, la machine à vapeur est devenue incroyablement efficace, peu coûteuse, et tout à coup, l'ère industrielle est devenue possible grâce à cette grande invention de la machine à vapeur. Et cela s'est produit, cette machine à vapeur commerciale. La machine à vapeur de James Watt, c'est d'ailleurs pour cela qu'on parle aujourd'hui de mégawatt, à cause de Monsieur Watt. Watt est la puissance que sa machine à vapeur a apportée. Cela s'est produit en 1776. Et la Grande-Bretagne a été le premier pays à s'industrialiser. Et elle a vraiment pris le dessus sur le reste du monde après cela, car l'industrialisation, la puissance qui en a découlé, la réalité industrielle. La puissance militaire a conduit à un impérialisme mondial qui a dominé le 19e siècle et la première partie du 20e siècle. Et à son apogée, l'Empire britannique avait un quart de toute la population mondiale sous domination impériale britannique. Bien sûr, l'Inde représentait une grande partie de ces 25% de l'humanité. Donc, c'est une deuxième partie d'un siècle. Et puis, parce que l'Europe a beaucoup de mal à véritablement faire la paix en son propre sein, malheureusement. C'est vraiment une maladie, en fait. Je suis désolé de le dire. On aime l'Europe. Ma femme est née en Europe. Ma famille vient d'Europe, mais ils se battent tellement entre eux, comme ma femme et moi. Mais chaque père de pays garde une rancune. Hier, j'ai échangé des messages avec un ami qui m'a écrit parce qu'il donnait une conférence en Pologne, à Varsovie. Et j'ai dit, oui, c'est tellement triste, la haine de la Russie en Pologne. Et il m'a répondu, ah, mais souviens-toi de ce que la Russie a fait. Et il a dit, il faut se souvenir de 1792. C'est ce qu'il a écrit. Et j'ai répondu, passe à autre chose. Tu n'es pas obligé de te battre à chaque fois, parce qu'en 1792, vous vous êtes battus. Mais les Russes diraient, oui, 1792, mais en 1610, c'est vous qui nous avez envahis. Et d'ailleurs, c'est la Pologne qui a commencé. Quand la Russie était en difficulté, pendant ce qu'on appelle les temps de trouble en 1610, c'est la Pologne qui a envahi la Russie. Puis la Russie a envahi la Pologne 150 ans plus tard, et ainsi de suite. Et ils n'arrivent pas à s'arrêter.
Et d'ailleurs, il y a le fameux dicton du philosophe George Santayana, le philosophe espagnol du XXe siècle, qui dit que ceux qui oublient l'histoire sont condamnés à la répéter. Mais ma femme en a une meilleure pourtant. Sonia dit que ceux qui se souviennent de l'histoire sont condamnés à la répéter. Parce que tout ce que tu fais, c'est garder rancune pendant 1000 ans. Faut passer à autre chose. Donc, je pense que nous sommes... Oh, je voulais dire que l'Europe s'est détruite elle-même dans 2 guerres civiles que nous appelons la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était tellement brisée que la décolonisation est arrivée. Non pas d'ailleurs parce que c'était inévitable s'il n'y avait pas eu les guerres. Mais la Grande-Bretagne était en faillite à la fin de 1945, après 2 guerres mondiales. Et l'Europe avait perdu toute prétention, pas qu'elle l'ait jamais méritée, mais toute prétention à mener une mission civilisatrice ou quoi que ce soit d'autre. Non seulement l'époque impériale a été d'une incivilité totalement irresponsable et cruelle, mais ils n'ont même pas su, au sein même de l'Europe, se comporter avec un minimum de décence et ont massacré des dizaines de millions de personnes. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'impérialisme n'était pourtant pas tout à fait terminé. L'Europe a perdu ses colonies petit à petit. Parfois, il y a eu des guerres de décolonisation en Afrique. Parfois, cela s'est fait plus rapidement et de manière relativement pacifique. Tout dépendait. Mais il restait un empire qui allait subsister, et c'était l'empire des États-Unis. Parce que les États-Unis sont devenus un empire mondial, et pas seulement un empire mondial en 1945. Ayant encore une fois appris les ficelles du métier auprès de la Grande-Bretagne, c'était un empire mondial qui aspirait à dominer le monde. Et la politique des États-Unis était qu'il ne devait y avoir rival. Cela n'était donc pas tout à fait possible, car une grande puissance, l'Union soviétique elle-même, ne souhaitait pas être dominée par les États-Unis. Et plutôt que de faire la paix entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui était alliée pendant la Seconde Guerre mondiale, n'oubliez pas qu'elle était alliée, les États-Unis et la Grande-Bretagne disaient qu'ils étaient les ennemis de notre allié, celui qui avait en réalité brisé l'échine de l'armée d'Hitler, car le peuple soviétique a perdu 27 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont supporté le poids principal de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vaincu Hitler. Mais les États-Unis et la Grande-Bretagne ne savaient pas comment faire la paix. Ils ont dit que l'Union soviétique était le nouvel ennemi. Et une guerre froide a éclaté. Et j'attribue une grande part de la responsabilité aux États-Unis du côté de cela, parce que ce que la Russie ou l'Union soviétique voulait, c'était que l'Allemagne soit démilitarisée et neutre. Et les États-Unis ont dit non, l'Allemagne sera remilitarisée et fera partie de notre nouvelle alliance militaire, l'OTAN. Et l'Union soviétique a dit maintenant, vous redevenez une menace pour nous. Et cela a amené à des décennies de guerre froide. Donc nous avons perdu ce qui aurait pu être la paix. Mais les États-Unis considéraient l'Union soviétique, bien sûr, comme l'ennemi. Le système économique soviétique n'était pas si formidable. Et les États-Unis cherchaient de toute façon à le briser, à travers des contrôles sur la technologie et l'isolement, ce qu'on appelait le confinement. Et à partir de 1991, l'Union soviétique a connu un effondrement économique et s'est disloquée en 15 États successeurs. Et je mentionne cela parce qu'à ce moment-là, les États-Unis se sont dit « Oh mon Dieu, cette fois, on a réussi. On est seul. On dirige le monde. » Et croyez-moi, c'est vraiment ce qu'ils ressentaient. Mais c'était une illusion, une pure illusion. Ils pensaient que la Russie, ce n'était rien du tout. Et ils se disaient, la Chine, là-bas, ils ne cultivent pas du riz. C'est un pays pauvre, fait des villages. On n'a même pas à s'en soucier. Nous sommes la seule superpuissance du monde.
Eh bien, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'économie en réalité. En réalité, parce que l'intuition d'Adam Smith est tout à fait juste, à savoir que si vous avez la chance de le libre-échange, la paix et de bonnes politiques économiques, on rattrape beaucoup de retard grâce à la transmission des connaissances, des technologies et aux opportunités de progrès rapides. Donc, pendant que les États-Unis ne faisaient pas attention, et je sais qu'ils ne faisaient pas attention parce qu'ils ne sont pas très malins là-bas à Washington, hein, je dois vous le dire. Et ils ne comprennent pas grand-chose à l'économie, en fait. Ils ne faisaient pas attention, mais la Chine, elle, grandissait de 10% par an, merci bien. Et si vous faites ça, vous doublez la taille de votre économie tous les 7 ans. Et si vous faites ça pendant 35 ans, comme la Chine l'a fait, vous avez doublé 5 fois. Et doubler 5 fois, ça veut dire que vous avez grandi 32 fois. Et si vous continuez au-delà, la Chine a multiplié la taille de son économie par 40 depuis 1980. 40 fois. C'est maintenant une économie plus grande que celle des États-Unis. C'est une puissance industrielle bien plus importante. Elle est technologiquement plus avancée que les États-Unis dans la plupart des secteurs. Pas tous, mais dans la plupart des secteurs aujourd'hui. Quand vous conduirez vos véhicules dans 10 ans, ce seront des véhicules électriques chinois. Et même si vous conduisez une Tesla, c'est un véhicule chinois, d'ailleurs, avec Elon Musk à sa tête. Mais c'est la Gigafactory de Shanghai qui lui donne même une chance de rivaliser. Donc, la Chine a réussi, et c'est pourquoi nous sommes à la fin d'un nouveau cycle. L'ère impériale européenne est terminée, l'ère impériale britannique s'est achevée en 1945, et l'ère impériale américaine se termine en ce moment même. Et c'est pour ça que Donald Trump est rentré chez lui. Parce qu'il ne veut pas être l'un parmi d'autres. C'est tout. L'illusion est toujours à Washington, d'ailleurs. Ce n'est pas fini. C'est toujours un pays puissant. C'est toujours un pays dangereux. Son armée est beaucoup trop grande. Elle garde encore la main sur les vannes du système international de paiement, dans une large mesure. Elle peut ouvrir ou fermer le robinet pour les pays vulnérables. Rappelez-vous, le FMI et la Banque mondiale sont des institutions américaines, même si ce sont des institutions multilatérales. Elles ont été créées d'ailleurs pour de bonnes raisons, mais ce sont des institutions dominées par les Américains. Et cela confère un pouvoir qui perdure. Et j'insiste toujours sur la géographie quand je réfléchis à l'économie. Donc la géographie, c'est qu'à Pennsylvania Avenue, là où se trouve la Maison-Blanche, il y a maintenant une aile ouest, mais plus d'aile est, parce qu'il l'a démolie il y a quelques semaines. C'est idiot. Excusez-moi. Désolé. C'est vrai. C'est juste technique. Au croisement de la 16e et de Pennsylvania, c'est la Maison-Blanche. À la 15e et Pennsylvania, c'est le bâtiment du Trésor. À la 17e et Pennsylvania, c'est ce qu'on appelle le bureau exécutif du président des États-Unis. À la 18e et Pennsylvania, c'est la Banque mondiale. Et à la 19e et Pennsylvania, c'est le Fonds monétaire international. Donc, ce n'est qu'à 2 pâtés de maison du bureau du président pour aller dire au FMI quoi faire. Tu n'as même pas besoin d'envoyer un texteur. Il suffit de 30 secondes pour traverser la rue et dire « veto sur le programme de ce pays ». Et ça, c'est toujours du pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui s'effrite. Il s'effrite en partie à cause des BRICS, parce que les BRICS disent « nous n'avons pas besoin d'être sous la coupe d'un empire américain, d'un empire ». C'est ce qu'a dit le président Lula lorsqu'il accueillait les BRICS cet été. Et Trump a imposé un tarif douanier au Brésil parce qu'il n'aimait pas une procédure judiciaire contre l'ancien président qui avait tenté de faire un coup d'État. Alors il a imposé une taxe punitive et le président Lula a dit « Nous n'avons pas besoin d'empereur et nous n'allons pas céder à ce genre de pression ».
Donc les BRICS, dont vous êtes un membre éminent, le S de BRICS, souvenez-vous des 10 pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et maintenant Égypte et Éthiopie, Émirats arabes unis, Iran et Indonésie. Les 10 pays des BRICS représentent 46% de la population mondiale. Merci. Et 41% du PIB mondial total. Et ils peuvent regarder le G7 et dire « Qui êtes-vous » Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est donc la nouvelle phase de la géopolitique. Le monde n'est pas en train de s'effondrer, mais les États-Unis et l'Europe font une crise de nerfs. C'est différent. Et le monde n'est pas en train de se fragmenter. Les États-Unis s'isolent eux-mêmes. Ils ne vont même plus aux fêtes. Ils imposent des droits de douane. Ils disent « Vous n'aurez pas accès à notre marché ». Et le reste du monde répond « D'accord, parce que votre marché n'est pas si important pour nous ». Et Trump a dit « Très bien, on va vous punir, la Chine, pour votre succès au passage. On va vous imposer une taxe douanière de 100%. » Et l'heure suivante, la Chine a répondu « Ok, on vous met une taxe douanière de 120%. » Et puis Trump a dit « Ok, on va restreindre l'envoi de puces avancées vers vous. » Et la Chine a répondu « Ok, plus d'aimants terres rares. » Et les États-Unis ont capitulé en moins d'une demi-heure. Au fait, je n'avais aucune idée de ce qu'était un aimant en terres rares avant que tout cela n'arrive. Donc j'ai dû demander à ChatGPT ce que c'était exactement. Il s'avère que c'est absolument essentiel pour toute l'industrie, l'automobile, le secteur militaire, et ainsi de suite. Et la Chine les fabrique. Les États-Unis n'en fabriquent pas. Et donc, il s'est avéré que les États-Unis ont tiré une petite leçon de tout ça. Encore une raison de plus pour laquelle Donald Trump reste chez lui. Voilà pourquoi nous sommes à un moment aussi historique. Mais en réalité, le monde n'est pas en train de se fragmenter. Il reste ouvert et il continue d'échanger. C'est juste qu'un coin du monde est particulièrement grincheux. La partie qui dominait autrefois n'arrive tout simplement pas à comprendre ce qui se passe. Et Trump, bien sûr, essaye de faire étalage de la force militaire d'une manière écœurante. Les États-Unis restent militairement puissants, il n'y a aucun doute là-dessus. Les guerres en Ukraine et à Gaza sont des guerres impérialistes. La guerre en Ukraine a éclaté parce que les États-Unis ont dit, après l'effondrement de l'Union soviétique, nous allons déplacer toutes nos bases militaires jusqu'à la frontière russe. Et d'ailleurs, en 1990, lorsque l'Allemagne se réunifiait et que le président Gorbatchev était encore à la tête de l'Union soviétique, les États-Unis ont promis au président Gorbatchev « Si vous, l'Union soviétique, acceptez la réunification de l'Allemagne, qui avait été divisée après la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, et qui nécessitait l'approbation soviétique, parce que c'est ainsi que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée par un traité en 1990, le seul véritable traité qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale a été signé en 1990. Ils avaient besoin de l'accord des soviétiques. Et pour obtenir l'accord soviétique, les États-Unis ont dit au président Gorbatchev « Nous promettons que l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. » Pas d'un seul pouce. Et si vous voulez toute la documentation à ce sujet, allez sur un site web appelé National Security, l'archive de l'université George Washington, et allez sur un site qui s'appelle What Gorbachev Heard. Et vous trouverez une quarantaine de documents qui confirment exactement ce que je viens de dire, à savoir que les États-Unis avaient promis que l'OTAN ne s'élargirait jamais. Mais dès que l'Union soviétique a pris fin et que les États-Unis se sont retrouvés seuls dans cette affaire,
Ils ont commencé exactement ce qu'ils avaient promis de ne pas faire, c'est-à-dire l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Et c'est pour cela qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est une honte. Et cela tue les Ukrainiens. Et cela fait partie du célèbre adage d'Henry Kissinger, dont vous vous souvenez peut-être, être un ennemi des États-Unis est dangereux. Être un ennemi des États-Unis est dangereux. Mais être un ami est fatal. L'Ukraine dit « nous serons un ami » et maintenant ils meurent à cause de ça. Parce qu'ils ont dit « d'accord, l'OTAN s'est élargie », les États-Unis ont dit « on vous soutient ». Et probablement 2 millions d'Ukrainiens ont été tués ou gravement blessés dans cette guerre complètement inutile et irresponsable. Et les États-Unis font la même chose avec Israël à Gaza. Et permettez-moi de vous remercier, l'Afrique du Sud, de défendre la justice. C'était très courageux, très juste, très précis de lancer l'affaire devant la Cour internationale de justice. Concernant la violation par Israël de la Convention sur le génocide de 1948. La Cour internationale de justice met malheureusement beaucoup trop de temps à statuer sur cette affaire cruciale, mais les preuves irréfutables que l'Afrique du Sud a méticuleusement apportées au nom du monde entier sont absolument justes, pertinentes et profondément convaincantes.